Je pense que si on m'avait dit que j'allais écrire un livre, que je serais psychologue, je crois que non, je n'y aurais pas cru du tout. Je suis une ancienne anxieuse, donc j'ai tout le temps peur de tout, je suis assez stressée. Mais par contre, je me suis toujours dit qu'il fallait pas que ça m'handicape dans ma vie, donc j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et en fait, souvent j'ai peur, mais je fais. Voilà, quand on me propose d'écrire un livre, je fais. Quand on me propose une intervention radio, je fais. Une fois que j'ai accepté, je me dis, oh là là, j'ai trop peur, mais je fais quand même. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre. Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, je vous présente encore un très bel exemple d'une femme qui a su écouter sa petite voix. Malgré des grandes difficultés à l'école, Delphine suit son rêve et devient psychologue. Suite à sa deuxième grossesse, elle se demande comment aider à distance et lance ainsi une application. Aujourd'hui, Delphine est psychologue, entrepreneuse et écrivaine. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Delphine Pi. Bonjour Delphine, Bonjour Charlotte. est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Alors, c'est une très grosse clé en plastique jaune, mais vraiment énorme, hein. Elle tient pas dans la main. C'est une amie, Manon, qui me l'a offert parce qu'elle me connaît très bien. J'ai tendance à beaucoup perdre mes clés, entre autres, ou les retrouver dans des endroits un peu incongrus. Ça m'est arrivé, par exemple, de les retrouver dans le frigo. Voilà, donc quand on me connaît bien, on sait que c'est quelque chose qui me représente. Et cette grosse clé, en fait, Manon me l'a offert pour que je perde moins mes clés. Et c'est vrai que elle est tellement grosse que dans mon sac, je la retrouve tout de suite. Elle est jaune, presque fluo, donc très rapidement, quand je l'oublie quelque part, elle me saute un petit peu aux yeux. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me représente beaucoup parce que je souffre d'un TDAH, un trouble déficitaire de l'attention, avec hyperactivité. Ok, justement, moi, tu vas nous en parler un peu plus après parce que ça fait partie de l'histoire de ta vie. Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi? À Clermont-Ferrand, à Cournon d'Auvergne. Donc voilà, c'est un petit coin bien sympathique. Et quel type d'enfance tu as eu? Oh, plutôt classique, hein, rien de particulier dans mon enfance au niveau familial. Après, au niveau scolaire, j'ai été en échec scolaire très rapidement. Dès le CP, je crois que j'ai été en échec scolaire. Je présente dyslexie et donc la lecture a été vraiment très compliquée. Effectivement, quand on ne sait pas lire, en fait, tous les autres apprentissages sont difficiles. Et à partir de quand ils ont pu mettre un mot sur le fait que tu sois TDAH? Alors en fait c'est tout récent le TDAH, c'est-à-dire que alors je crois que c'était en CM1, CM2, j'ai été voir un neuropsy pour faire un bilan, mais à l'époque en fait on parlait pas trop du TDAH, de la dyslexie, donc la dyslexie a quand même été soulignée et j'ai eu je sais pas 5 ou 6 séances d'orthophonie, mais il n'y a pas eu le mot TDAH qui a été posé à ce moment-là, mais je me souviens que la psychologue m'avait expliqué que mon attention, c'était pas que j'en avais pas assez, c'était que j'arrivais pas à la mobiliser. Elle m'avait tout expliqué, mais pas vraiment ni à mes parents ni aux professeurs en fait. Donc j'ai pas eu d'accompagnement spécifique là-dessus. Et c'est il y a 2 ans en fait, quand j'ai vraiment changé de métier de manière plus totale, que je me suis retrouvée en difficulté avec certaines de mes tâches, certaines de mes missions, que j'avais pas du tout finalement avant quand j'étais juste psychologue en libéral. Et là, je me suis dit, bah, il faut que je fasse quelque chose. Et j'avais besoin, en fait, de poser ce mot, d'avoir le diagnostic. Donc, j'ai été au CHU, au centre expert, pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et c'est à ce moment-là qu'on a posé, oui, TDAH. Et le H est important parce que moi, j'étais persuadée que j'avais uniquement un trouble déficitaire de l'attention sans hyperactivité. Et en fait, non, j'ai l'hyperactivité aussi. T'as quel âge si c'est pas indiscret? J'ai 41 ans. Ouais, comme quoi on découvre Moi, j'ai 40 ans et j'ai découvert il y a un an que j'étais dysorthographique. Ah oui. Alors, je savais bien hein, que j'avais l'orthographe et moi, on n'était pas copains, mais on m'a mis un mot et je trouve que mine de rien,
ça soulage beaucoup quand même de comprendre, de dire, mais en fait, c'est pas que je fais pas attention parce que je relis 10 fois mes newsletters et compagnie, mais c'est juste qu'en fait, quand je suis fatiguée, ça imprime pas, quoi. Oui, c'est ça. Et puis ça le légitimise. Alors je sais que Mm. tout le monde n'a pas forcément besoin de ce diagnostic, mais moi vraiment, il m'a beaucoup aidé déjà à m'accepter plus et cette particularité à moins m'agacer en fait de ça et à plus trouver des stratégies et finalement faire avec plutôt que de lutter contre. C'est ça. C'est un peu comme l'hypersensibilité. Quand on comprend qu'on est hypersensible, on en fait un atout là où potentiellement c'est quelque chose dont on peut souffrir. Tout à fait. Mm. Mm. Et donc, du coup, quand tu es donc, petite fille, c'est quoi tes rêves? Alors, moi, j'ai rapidement rêvé d'être psychologue, hein, vraiment, parce que, alors, mon père est psychiatre, je pense que ça. Donc, on parlait pas mal de psychologie à la maison. J'ai lu des ouvrages de psychologie assez tôt. J'avais toujours des copines qui avaient des problèmes. Enfin, j'attire les gens avec une sensibilité. Je suis touchée, je pense, par la souffrance des gens. Donc, ben, voilà, j'ai toujours aimé écouter, aider. Voilà, c'est quelque chose qui a vraiment guidé un peu bah, toute ma vie. Donc moi, je rêvais d'être psychologue en fait, mais mes professeurs, eux, ils n'y croyaient pas trop. Déjà, j'ai eu mon brevet vraiment ric-rac, je crois que vraiment personne n'y croyait. Et je suis partie dans une orientation plutôt technologique, technique, commerciale. Donc, j'ai pas fait un bac général. Donc, vraiment, on me disait non, mais psycho, c'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas. Mais j'avais toujours ça en tête. Donc j'ai fait ce qu'on m'a demandé. J'ai été faire mon bac. Alors à l'époque, c'était STT, commercialisation, un truc comme ça. Et ensuite, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Et ce qui m'a le plus plu pendant ce DUT, c'était le marketing. Vraiment, j'ai adoré ça, comprendre les comportements humains, pourquoi on tourne à droite plutôt qu'à gauche quand on rentre dans un magasin. Et à la fin de mon DUT, quand je l'ai obtenu, je me suis dit, bah non, mince, je reprends en psycho, c'est ce que je voulais faire depuis le départ. Allez, j'y retourne, quoi. Et c'est vrai que, voilà, je pense que quand on aime, quand on est passionné, ben, on a plus de force pour dépasser, en fait, les difficultés. Voilà, on se donne plus les moyens pour y arriver. C'est ça. Et quand tu décides de faire psycho, du coup, c'était sur concours, c'était un dossier, comment ça s'est passé? Non, psycho, alors c'est une fac, donc je pense que, alors à l'époque, il n'y avait pas le Parcoursup, hein, donc tu pouvais t'inscrire, il y avait voilà, pas de difficulté particulière pour rentrer en psycho, mais on était extrêmement nombreux, je crois, entre 500 et 1000, je me rappelle plus. Et en fait, psycho, à l'époque, ce qui était problématique, c'est que c'était en M2 qu'il y avait alors pas un concours, mais une sélection. C'est-à-dire que en M2, il devait y avoir donc 2 ou 3 masters à Clermont-Ferrand et chaque master prenait 10 étudiants. Donc en fait, c'était vraiment le problème, c'est que tu pouvais aller jusqu'au master 1 et te retrouver sans master 2 et donc jamais la possibilité d'avoir le titre de psychologue. Aujourd'hui, c'est un peu différent. La sélection, elle se fait en L3 et une fois que tu es voilà, la sélection, du coup, c'est M1, M2. Donc Ok. c'est un petit peu plus souple, mais c'est vrai que c'était se lancer un petit peu dans l'inconnu, hein. Tout le monde me disait que c'était la voie de garage, que personne n'avait de Ouais, métier après psycho. Et bah, c'est bah, vrai que moi, enfin, on est c'était du coup de la même génération et c'est vrai qu'à l'époque, on disait psycho, il n'y a pas de débouché. oui, c'est ça. Mm. Mais alors ça, tu vois, moi, je dis souvent à mes patients ou à mes amis, en fait, même une voie où il n'y a pas beaucoup de débouchés, si on est passionné, eh bien, la débouchée, les débouchés, on se les fait, on les trouve. Je pense que c'est quand même beaucoup mieux d'aller vers une direction où il n'y a pas beaucoup de débouchés, en étant vraiment passionné, en aimant ce qu'on fait, parce qu'on va le faire super bien et on va transmettre aussi ça aux gens. Alors que si on va dans une voie un petit peu qui nous plaît moins, ou voilà, c'est un petit peu parce que c'est plus facile ou plus évident pour la suite, et ben peut-être qu'on va jamais s'épanouir et qu'on va pas y arriver parce que au contraire, on va pas du tout être passionné. Ouais, tu prêches une convaincue parce que tu vois, dans le bilan de compétences nouvelle génération donc, que j'ai créé, justement, j'ai à cœur de dire aux personnes, trouvez votre raison d'être, trouvez votre pourquoi, découvrez les talents et ensuite le métier. Et il y a des gens qui me disent, oui, mais c'est national, c'est à distance, mais du coup, vous ne connaissez pas le secteur de l'emploi de ma région. Je dis, oui, mais en fait, si vous trouvez le métier dans lequel vous allez exprimer tout votre talent, votre singularité, vous allez pouvoir avoir du sens, mais vous allez vous le trouver, votre débouché, il n'y a aucun problème. Et en effet, c'est vrai qu'on a été, on a grandi dans ce truc de
regarde où est-ce qu'il y a de l'emploi et ensuite cherche un métier, alors qu'en fait, non, c'est qui es-tu, où est-ce que tu vas t'épanouir, et si tu t'épanouis dans cet univers-là, il n'y a aucun doute sur le fait que tu vas trouver des débouchés. Oui, exactement. Moi, je Mm. suis vraiment dans cet état d'esprit-là. Et c'est vrai que souvent, on voit des parcours comme ça. C'est quand on a vraiment suivi un peu sa flamme intérieure que bah, qu'on s'épanouit et qu'on trouve vraiment bah, un métier qui nous convient. Parce que quand même, on passe sacrément d'heures par jour à travailler. Donc, autant que ce soit quelque chose qui nous corresponde vraiment, quoi. C'est ça. Et puis bon, on en reparlera après, mais ça a un vrai impact aussi sur la santé mentale quand on n'est pas à sa place. Et donc, pourquoi, ouais, pourquoi ne pas exprimer et être bien pour pouvoir entrer dans les fameuses cases, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc là, quand tu décides de reprendre psycho, pourquoi tu t'es dit que tu voulais être psychologue et non psychiatre comme ton père? Ah, j'avoue que... Alors, psychiatre, c'est des médecins, avant Ouais. tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le tronc commun. Il y a 6 ans, ou à l'époque peut-être 8, aujourd'hui 6 ans de médecine pure. C'est très dur. Je pense que vraiment au niveau, voilà, il faut vraiment bûcher, travailler énormément, avoir beaucoup de mémoire. Moi, j'ai pas trop vraiment de mémoire. Enfin, c'est difficile pour moi. Et en fait, ensuite, tu te spécialises en psychiatrie. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de faire de la psychologie. En fait, c'est pas du tout le même métier. Et au départ, j'avoue que comme j'avais un DUT technique de commercialisation, je m'étais dit pour pas que ça ait servi à rien, pour rentabiliser en fait, je vais faire de la psycho du travail. Au départ, j'étais partie dans cette idée-là. Ça paraissait logique. Et du coup, toutes mes options, je les ai prises en psycho du travail, psychosocial. Et en fait, j'avais même pas eu l'idée en fait de faire de la psychothérapie au départ, alors que c'était quand même un peu mon rêve au début, mais j'étais un peu bornée. Je voulais pas que ça ait servi à rien. Et quand je suis arrivée donc en M1, j'étais enceinte, je crois, de 9 mois quand j'ai passé l'entretien de M2 et je l'ai complètement foiré cet entretien. Vraiment, alors j'ai été nulle, j'étais pas du tout dedans et j'avoue que j'arrivais pas trop à réfléchir à ce moment-là. J'étais un peu Oui, à ailleurs. 9 mois de grossesse, c'est pas là où on est au mieux sur les neurones. Alors ça c'est sûr. Et puis alors vraiment, je m'y suis très très mal prise, donc j'ai pas été retenue. Et du coup, pendant un an, c'était plutôt chouette parce que pendant un an, j'ai pu m'occuper vraiment de ma fille, prendre le temps. Et je me suis inscrite à un DIU, donc diplôme interuniversitaire de TCC, parce que j'avais envie quand même de garder un pied dans la psychologie. Alors pas complètement par hasard, hein, parce que ça me tentait, mais C'est quoi le j'osais pas TCC? l'avouer. Alors, thérapie cognitive et comportementale. C'est un type de psychothérapie assez concret, scientifique, basé sur la coopération entre le psy et son patient, avec beaucoup d'exercices, d'explications. On essaie de rendre expert son patient, donc on l'accompagne. C'est assez différent, par exemple, de la psychanalyse, c'est plus concret, plus carré. Et donc, ça m'intéressait, mais j'osais pas vraiment me l'avouer. Et là, ça a été l'occasion finalement de me lancer dans ce diplôme. Ça prenait pas autant de temps que je dirais un master. Voilà, c'était plusieurs jours par mois, mais c'était quand même un rythme qui était cool. Et en fait, ça m'a tellement plu, vraiment, que je me suis dit, non, en fait, je vais changer complètement mon projet. Et l'année d'après, j'ai postulé à un seul master, celui clinique, quoi. Et j'ai fait en parallèle donc mon master 2 et le DIU technique de commercialisation. Et comme quoi, d'un échec, entre guillemets, est apparue une super opportunité. Ah oui, complètement. C'est vrai que j'aurais jamais, moi, de moi-même, en fait, sans cet échec, été dans cette voie-ci. C'est chouette. Et comment il a réagi ton entourage quand tu as décidé de continuer tes études y faire psycho? Bah, non, ils ont été assez soutenants. Je pense que mes parents avaient peur en fait que je n'ai pas de diplôme en fait. Ils se sont beaucoup inquiétés pour moi parce que c'est vrai que moi, je comprends maintenant que je suis maman quand je vois mes relevés de notes de l'époque. D'ailleurs, je les ai lus il y a pas longtemps avec ma fille. Elle me disait non mais maman, deux en maths, mais comment t'as fait? Mais pourquoi tu travaillais pas? Et donc, quand je vois mes bulletins de l'époque, je comprends qu'ils se soient inquiétés. Donc, qui m'ait poussé un petit peu en technique de commercialisation, je le comprends complètement. Même si, tu vois, moi, je trouve que ça me correspond pas du tout. Je me dis, mais si quelqu'un me connaît vraiment, il m'envoie pas dans cette voie-là, quoi. Mais
mais je pense que c'était le côté un peu rassurant. Elle va avoir un truc, au moins comme ça, elle n'est pas sans rien. Mais quand j'ai dit, ben, j'ai envie de reprendre en psycho, ils m'ont dit OK. Ouais, Ils ont ça. été assez cool. Et comment ça se gère d'être future maman en étant étudiante? Alors, c'était quand même vers la fin, c'était en M1 que que j'étais enceinte. Moi, ça se gère bien parce que j'avoue que c'était assez confortable parce que mon mari travaillait. Ok, Donc, j'avais pas cette préoccupation-là. Ça nous a permis quand même, enfin, ça m'a permis de pouvoir poursuivre ce projet. Euh, et non, en fait, c'était plutôt chouette parce que je finissais assez tôt les cours, j'allais chercher ma fille à la crèche, je m'en occupais, et puis une fois qu'elle était couchée, ben je retravaillais. Et moi, je suis pas mal du soir, en fait, hein. Ma meilleure heure pour me concentrer, c'est entre 22 heures et 1 heure du matin. ok, Donc finalement, c'est parfait. c'était assez fluide, c'était Ouais, parfait, ouais, c'était le bon rythme. top. Donc, quand tu finis ton M2, qu'est-ce qui se passe? Et ben, je m'installe en libéral. Ça a été le grand saut, ça a été compliqué parce que à l'époque on disait oui, il faut s'installer en libéral qu'après 10 ans de carrière, on est trop jeune, on n'a pas assez d'expérience. Et moi c'était mon rêve en fait, je me voyais pas en structure. J'avais envie d'être libre ben, des outils que j'employais, de la façon de mon emploi du temps, etc. Et j'avoue que si j'avais pas eu mon stage de M2 que j'ai fait donc aux urgences psychiatriques, je sais pas si je me serais lancée. Mais là, c'est vrai que j'ai été hyper bien accompagnée. J'avais un maître de stage qui était top. Et du coup, bah, je me suis sentie en confiance et j'ai été très encouragée par mes maîtres de stage qui m'ont dit, mais si Delphine, tu peux, vas-y. Et puis j'avais déjà le DU, donc j'avais le master 2 plus le DU. Donc c'est vrai que Oui, ça me donnait. t'as pas fait les choses dans l'ordre traditionnel. C'est ça. Et puis j'étais plus âgée, comme j'ai redoublé une fois, puis j'avais donc fait mes 2 ans d'IUT, donc j'avais 3 ans de plus que mes collègues. Et peut-être que je me sentais suffisamment en confiance. En tous les cas, j'ai été bien accompagnée et bien soutenue. Chouette ça. Et puis en plus, bon, t'étais maman, et mine de rien, quand on devient maman, ça fait grandir d'un coup. Oui, c'est ça. Mm. Et donc, du coup, quand tu ouvres ton cabinet, comment tu te sens? Alors moi j'ai le syndrome de l'imposteur, mais je dirais toujours, hein, je je suis jamais complètement sûre de moi. Je trouve toujours qu'on peut travailler plus, qu'on peut faire plus. Mais je pense que je me suis voilà hyper spécialisée donc dans les thérapies cognitives et comportementales et dans les troubles anxieux. Donc je faisais vraiment ça et je le faisais vraiment voilà en mettant toute mon énergie, toute ma compassion dedans. Et du coup, j'ai été assez vite identifiée comme la personne qu'il faut aller voir quand on a une phobie, quand on a un TOC, quand on a un trouble panique, quand on fait des crises d'angoisse. Et avec les TCC, on a quand même des protocoles qui sont très carrés. Donc ça permet, quand on est débutant, finalement, de savoir où on va. Et moi, je pense que j'ai pris ma revanche après les études. J'ai jamais arrêté de me former. Je crois que je fais des formations tous les ans. Donc j'ai fait des spécialisations sur les troubles anxieux, des spécialisations enfants-ados. J'ai fait des spécialisations sur les thérapies d'acceptation et d'engagement, hypnose. Voilà, peut-être pour me rassurer et avoir voilà des outils, mais aussi surtout parce que j'adore ça et que je pense que j'ai été vraiment frustrée de d'avoir raté en fait ma scolarité. Oui, mais au final, tu apprends que ce qui t'intéresse vraiment et ce qui sert tes patients. Tout à fait. Mm. Ouais. T'es pas formé en EMDR. Eh bien alors peut-être bientôt. Ah, Là j'ai postulé pour le MDR, enfin pour une formation là qui débuterait en février. J'ai pas encore ok. de nouvelles, mais oui j'aimerais bien. Mm. Ouais, c'est vraiment, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est une technique qui permet de désancrer les traumatismes à la fois. Bon, déjà, ça te permet d'en prendre conscience et en plus de désancrer dans les cellules. Et c'est vrai que c'est quand même assez révolutionnaire, je trouve, comme méthode. Oui, tout à fait. Alors après, avec les TCC, on peut aussi travailler sur les traumas et avec l'hypnose aussi. Ouais. Mais c'est vrai que le MDR, c'est une très bonne approche. Et donc là, du coup, tu te formes régulièrement et tu décides, tu disais il y a 2 ans, de prendre un virage dans ta carrière. Est-ce que tu veux nous en parler? Alors, ça a été plus, je dirais, plus doux et plus
plus fluide que ça parce que en fait c'était en 2016 ça a commencé. J'étais enceinte encore. Comme quoi tu vois le fait d'avoir un enfant ça fait réfléchir et ça aide à prendre je trouve des décisions de vie. Donc j'étais enceinte et j'ai reçu une patiente en cabinet qui souffrait d'un mutisme sélectif, c'est-à-dire qu'elle pouvait pas parler dans certaines situations sociales et notamment en séance c'était hyper compliqué. Donc elle venait soit avec son compagnon soit avec sa maman. Et en fait, ben, je trouvais que c'était quand même pas idéal d'avoir quelqu'un en séance. Et même C'est comme sûr. ça, elle n'arrivait pas à me parler. Donc, on a essayé plein de trucs. Elle allait dans la salle d'attente, elle parlait à son accompagnant, puis elle revenait, ou elle s'enregistrait, ou elle murmurait. Enfin, on a essayé vraiment beaucoup de choses, mais c'était vraiment pas satisfaisant. Et à l'époque, les visios, ça se faisait pas trop. Mais je lui ai proposé de faire une séance en visio. Ce qu'on a fait, elle n'a pas réussi à me parler plus, mais en fait, il y a un petit chat en dessous, donc elle s'est mise à me taper les choses. Et du coup, c'était vachement plus fluide, notre échange. Et bon, ben voilà, on a continué la thérapie. Et en fait, ensuite, je me suis arrêtée 6 mois pour mon congé mat. Et puis, ça, ça a tourné un petit peu dans ma tête. Et mon mari, ben, il est entrepreneur dans la tech. Et donc, je lui ai parlé de mon idée. Je me suis dit, mais tu vois, il y a quand même pas mal de patients qui peuvent pas parler en direct, phobie sociale, mutisme sélectif. Puis après, je me suis dit, mais il y a aussi les gens qui souffrent d'attaques de panique, qui peuvent pas sortir de chez eux, en fait. Donc, ils peuvent pas aller chez le psy ou les personnes qui ont honte et qui veulent pas croiser quelqu'un en salle d'attente ou qui veulent pas qu'on puisse les voir rentrer dans le cabinet d'un psychologue. Et je me suis dit, en fait, ces gens-là, on leur propose rien. Et il y avait un petit peu WhatsApp à l'époque, et je me suis dit, mais on pourrait faire un truc un peu comme WhatsApp, des échanges comme ça de manière asynchrone. Donc, je me suis renseignée sur la textothérapie, donc la thérapie par texte, qui était pas mal utilisée pour tout ce qui est dépendance, donc arrêt du tabac notamment, et qui avait de très bons résultats. Et donc, en fait, voilà, ça a gambergé. Et puis, à la fin de mon congé maternité, j'ai été voir une agence de com pour qu'ils me fassent ce qu'on appelle une POC. Donc, ils m'ont fait Un un proof espèce of concept. voilà, donc ils m'ont fait une appli pas très jolie, mais avec juste voilà les fonctions de base, donc le chat en asynchrone et la possibilité de faire des exercices, d'envoyer des outils, etc. Et on a testé, je crois que j'ai suivi une centaine de patients gratuitement pendant un an avec une stagiaire pour étudier s'il y avait une bonne alliance thérapeutique. Donc si finalement le lien avec son patient, le lien de confiance se crée aussi bien que dans une consultation présentielle en face à face. Pour tester aussi l'efficacité, donc j'avais pris que des phobies et des troubles paniques et on avait comparé avec les résultats qu'on pouvait avoir en cabinet. Et donc pendant un an, j'ai fait ça et puis ensuite on a amélioré donc l'application et puis après on a lancé sa commercialisation. Voilà. Trop chouette. Donc, du coup, tu l'as lancé quand la commercialisation? En 2020. Ok, donc post-Covid, qui était du coup un bon moment par rapport à la fois aux besoins des personnes de se faire accompagner et puis en plus avec la notion de pouvoir faire ça à distance. C'est ça. Ouais. Et comment ça se passe du coup aujourd'hui? Ben aujourd'hui, on est une trentaine de psys à intervenir sur Psynergie et ça apporte, je trouve, pas mal de flexibilité dans l'emploi du temps des psys. Moi, des fois, m'agaçait un peu dans mon métier, c'était le côté vraiment contrainte horaire. Alors, bien sûr, on fait notre agenda comme on le souhaite, mais en fait, il n'est pas flexible. C'est-à-dire que je le fais 3 ou 4 semaines à l'avance, quoi. Si aujourd'hui je me réveille et que j'ai pas la pêche, bah, j'ai mon emploi du temps qui est calé, il est calé. Et j'avais envie d'apporter aussi un petit peu plus de flexibilité à ce métier. Et là, c'est vrai qu'avec l'application, en fait, comme tout se passe de manière désynchronisée, c'est-à-dire le patient, il peut écrire ou envoyer des notes vocales, des notes vidéo quand il le souhaite, et son psy lui répond, voilà, en 24 heures. Du coup, on a vraiment cette liberté de choisir le moment où on va travailler. Et ça, c'est chouette parce que voilà, si j'ai pas la pêche ce matin, je vais faire du sport, je me repose et finalement, je réponds à mes patients dans l'après-midi. Et il y a aussi pas mal de contraintes liées aux rendez-vous ratés. Tu vois, quand on est en cabinet, ça fait partie du métier. On a pas mal de rendez-vous ratés, oubliés. Et finalement, des fois, tu vois, tu te dis, je suis coincée, j'ai pas grand-chose à faire à part ma compta. Ça fait pas forcément envie. Et le fait d'avoir comme ça une activité supplémentaire sur l'application, ben, ça permet en fait voilà, d'avoir un petit temps où on peut être plus flexible. Super.
Et aujourd'hui, du coup, tu continues à avoir ton cabinet? Alors oui, parce que j'ai du mal à arrêter, mais je prends plus de nouveaux patients depuis très longtemps, ou alors vraiment très ponctuellement. Et je dirais que j'ai quand même une activité libérale qui est très limitée aujourd'hui. Et ça s'est fait hyper progressivement, c'est-à-dire qu'au début, j'avais 80% de mon temps en cabinet, puis 20% sur l'appli. Et puis après, ça a glissé progressivement. Et aujourd'hui, c'est plutôt oui, 80% de mon temps sur l'appli, soit en tant que voilà, entrepreneur, donc tout ce qui est voilà, marketing, suivi des projets, etc. Tout ce que je fais sur les réseaux sociaux également. L'équipe psy, donc faire passer les entretiens, préparer des webinaires, des intervisions, voilà, d'être vraiment dans l'équipe des psys qui sont sur l'application. Super. Je voyais sur ton profil LinkedIn que tu es chroniqueuse santé mentale. Quand on sait qu'à l'époque, tu avais du mal à lire, c'est une belle revanche sur la vie. Alors, la meilleure revanche, c'est l'écriture. Ouais. J'ai écrit 2 livres et c'est vrai que quand on m'a proposé le projet d'écriture, je me suis dit, ah non, mais je ne suis pas du tout légitime à écrire un livre. Euh, je suis dyslexique, ça va pas du tout le faire. Et en fait, ça, oui, des fois, je me dis, tiens, j'aimerais bien l'envoyer à ma prof de français qui a été atroce avec moi. Bon, elle y verrait toutes les fautes, je pense que ce serait pas terrible, mais... Bon, j'imagine que tu as eu un relecteur. Oui, mais je pense qu'on en a laissé quand même pas mal passer. Ouais, bon après, un jour j'avais fait une newsletter et quelqu'un m'avait dit, ah, mais il y a plein de fautes d'orthographe. Et puis c'est à l'époque où il n'y avait pas autant de codes de correcteurs d'orthographe et tout. Et je dis, mais le contenu il vous intéresse? Oui, mais il y a des fautes. Je dis, oui, mais en fait, je ne savais pas à l'époque que j'étais dysorthographique. Je dis, écoutez, je suis désolée, enfin, ça a été relu, relu, mais voilà, il faut se focaliser aussi sur le fond. Et ça n'empêche pas qu'en effet, maintenant, bon, il y a des correcteurs qui peuvent nous aider, Mm. mais bon, c'est vrai qu'il faut laisser aussi, maintenant, du coup, je le dis, tu vois, au début des formations que je crée, je le dis au début, je dis, voilà, sachez que je suis dysorthographique. J'ai lu, j'ai passé au correcteur d'orthographe et tout. S'il reste des fautes, envoyez-les-moi. Je serais ravie de les corriger, de les corriger. Mais voilà, c'est sûr il faut être Assumer. tolérant. Ouais, assumer et être tolérant. Et je suis d'accord avec toi, le plus important, c'est vraiment le contenu. Et là, c'est pareil, tu vois, je sais que bah, les phrases pourraient être plus, je sais pas, plus jolies, etc. Mais moi, ce qui était important pour moi, c'était vraiment le message Ouais. et que ça me ressemble, en fait. Euh, donc, j'avais envie de transmettre. Donc, le plus important, c'était ça. Du coup, ton dernier livre, c'est le guide de ta santé mentale. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Alors, en fait, c'est vraiment le livre que moi j'aurais aimé avoir au début de l'âge adulte. Tout pour prendre soin de sa santé mentale. Des infos, des techniques, la compréhension ben, de soi, des émotions, comment, voilà, ce qui est important pour nous, l'identification de nos valeurs, ce qui donne du sens à notre vie, voilà, des pistes pour trouver son bonheur en fait et s'épanouir. Donc, il y a pas mal de questionnaires, de questions aussi ou d'exercices à faire pour réfléchir. Donc, c'est entre le self-help book et le bullet journal, quelque chose de très pratique. Voilà, on écrit dessus, on réfléchit, on peut sauter des pages. Il est un peu fouillis comme dans ma tête, c'est-à-dire que j'ai une copine qui m'a dit, mais c'est un livre de TDAH. Il y en a partout. Il y a des petites capsules des fois sur une problématique, une pathologie, et puis ça repasse à autre chose. Mais malgré tout, voilà, c'est assez concret. Il y a une première partie sur moi, enfin toi, se découvrir, ensuite sur mes émotions et après les autres, mon corps et ma vie. Donc il y a quand même Super. un cheminement où on part de soi et où ensuite on se projette dans l'avenir. Trop chouette. Du coup, il a été édité chez Marabout, donc à retrouver chez tous les libraires. Et s'il n'est pas disponible, il peut être sur commande, j'imagine. Oui, c'est ça. Et là, j'ai écrit une BD avec Juliette Mercier, Stomy Buzzy. Et là, c'est plus léger, je dirais. C'est vraiment la vie d'une psy. Donc, l'envers du divan, c'est les coulisses, mes petites anecdotes que j'ai vraiment vécues. Et on suit plusieurs patients avec différentes problématiques. Et on les retrouve au fil ben, de l'histoire. Trop chouette ça. Comment tu écoutes ton intuition? Alors l'intuition, déjà, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. L'intuition, c'est
tout ce qu'on n'a pas perçu consciemment, mais c'est pas basé sur rien. Donc, moi, je suis assez intuitive et je m'écoute plutôt. Donc, j'écoute beaucoup mes émotions et j'essaie de comprendre quels sont leurs messages. Donc, quand j'ai une émotion, plutôt que d'essayer de la fuir tout de suite et de vouloir aller mieux, de pas vouloir ressentir des émotions désagréables, j'essaye au contraire de me connecter et de comprendre. Voilà, j'essaye de ressentir cette émotion et de me dire, mais de quoi elle me parle? Les émotions, elles parlent forcément de quelque chose d'important. Et une fois que j'ai compris quel était le message, après, je prends ma décision en conscience, en fait. Je me laisse pas guider par mes émotions, mais je les écoute. Super. Comment tu célèbres tes réussites? Euh, ouais, ça, je célèbre pas beaucoup. J'avoue que moi, je suis rarement satisfaite de moi-même. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille pas mal. Je, non, je célèbre pas beaucoup. Après, avec mes proches, je peux en parler, mais hum, non, je saurais pas répondre à cette question. Et d'ailleurs, J'essaie de réfléchir. c'est quoi pour toi la réussite? La réussite, pour moi, c'est le fait d'être à sa place, de se sentir aligné. Ça aussi, tu vois, c'est quelque chose que j'aborde beaucoup avec mes patients, notamment les jeunes et les parents qui mettent beaucoup la pression sur les notes ou les choses comme ça en disant faut réussir. Et souvent, je demande, mais c'est quoi effectivement la réussite? Est-ce que c'est avoir beaucoup d'argent? Est-ce que c'est avoir un statut social, un métier stable? Est-ce que c'est ça la réussite? Et en fait, pour moi, c'est pas du tout ça la réussite. Pour moi, la réussite, c'est se lever le matin et être content de se lever et d'être heureux de passer une journée de plus. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est plus ça la réussite en fait. On est d'accord. Et c'est quoi pour toi un échec? Je, je pense que pareil, les échecs, pour moi, ça existe pas trop. Il peut y avoir des apprentissages, des déceptions, mais échec, j'aime pas ce mot du tout, tu vois, parce que tout se passe pas comme on avait prévu, comme on avait anticipé, ça me paraît juste normal. Et l'idée, c'est d'essayer de pas être justement trop rigide et figé et d'essayer de trouver une sortie ou une possibilité différente. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'échec. Euh, oui, il y a que des apprentissages. Je dis une banalité, mais pour moi, c'est vrai. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Alors, moi, je suis une ancienne anxieuse, donc j'ai tout le temps peur de tout, je suis assez stressée. Mais par contre, je me suis toujours dit qu'il fallait pas que ça m'handicape dans ma vie, donc j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et en fait, souvent, j'ai peur, mais je fais. Donc, voilà, quand on me propose d'écrire un livre, je fais. Quand on me propose une intervention radio, je fais. Et une fois que j'ai accepté, je me dis, oh là là, j'ai trop peur, mais je fais quand même. Qu'est-ce que tu penses que la petite Delphine de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Ah bah, je crois qu'elle y croirait pas du tout, hein. Je pense que si on m'avait dit que j'allais écrire un livre, que je serais psychologue, je crois que non, je n'y aurais pas cru du tout. Donc je pense que la petite Delphine serait contente. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on a des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements? Eh bien, forcément, hein, quand on prend une décision, on renonce à une autre possibilité. Donc, chaque choix, effectivement, forcément, a des conséquences. Mais pour moi, c'est pas des renoncements dans le sens subis. C'est des choix en conscience, plutôt de l'acceptation que de la résignation, tu vois. C'est vrai que quand j'ai commencé l'application, forcément, il y avait moins de cabinets et c'était quelque chose qui était logique. Alors j'aime mon travail en cabinet, donc est-ce que c'est un renoncement? Je pense qu'il y a aussi des périodes de vie et que rien n'est figé en fait. Si à un moment je vois que ça me convient moins, j'ai le pouvoir en fait de changer des choses dans mon quotidien. Donc le fait de me dire que je choisis en conscience et pas le couteau sous la gorge, que à chaque fois si ça me convient pas, je peux de nouveau mettre des choses en place pour aller vers une vie qui me convient mieux. Moi, ça m'aide finalement à pas être dans le renoncement, mais à être plutôt dans le choix. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à surmonter dans ta vie? Oula, professionnellement, personnellement. Comme tu veux.
Bah, vraiment, moi, ce que j'ai très très mal vécu, c'est l'échec scolaire, vraiment. Les humiliations des professeurs, voilà, la déception dans les yeux des gens. C'était quelque chose qui était... J'en avais honte, et j'en ai eu honte pendant très longtemps. Et la lecture, par exemple, tu vois, j'ai appris à lire adulte, de manière fluide. Avant, je savais pas du tout lire, en fait. J'étais dans le déchiffrage. Et oui, pour moi, ça a été. Je pense que ça m'a demandé. Je me rendais pas compte à l'époque, mais je pense que ça m'a demandé des efforts, mais vraiment impressionnants en fait. Et tout ce qui était facile pour les autres, pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement dur, qui me demandait beaucoup de temps. Et en fait, même comme ça, en y passant 2 fois plus de temps que les autres, en y mettant 2 fois plus d'énergie, c'était pas suffisant, tu vois, c'était jamais assez. C'est-à-dire, ah, quand même, Delphine, tu pourrais faire un effort. Ah, mais t'es tout le temps dans la lune, mais t'oublies ci, mais t'oublies ça. Mais en fait, pour en arriver là, j'avais fait tellement d'efforts que les gens ne voyaient pas. Et ça, c'est hyper frustrant, en fait, parce que tu te dis, c'est jamais assez. Et en fait, personne ne voit tout, toute l'énergie, toute la bonne volonté que tu y mets. Ouais, tout le monde pense que tu mets pas de bonne volonté, au contraire, alors que c'est tout l'inverse. C'est ça, ouais. Mm. Et puis, en fait, j'arrivais jamais au niveau de quelqu'un de classique pour qui c'est facile, tu vois, même en y mettant toute mon énergie. Donc, ouais, donc ça, c'était hyper frustrant. Mm. J'ai interviewé Christelle Béchouche, que je ne sais pas si tu la connais, elle a écrit 2 livres. Elle a écrit un livre pour les parents et professeurs d'enfants qui ont le syndrome du TDAH, et aussi un livre pour les enfants, pour comprendre comment vivre avec, parce que elle, bon, comme toi, elle a eu ça, donc elle a été en échec scolaire, sauf que bon, elle n'a pas eu du tout la même enfance que toi, parce elle a fugué, je crois, à 12 ans. Et elle a eu 1000 métiers, 1000 vies, elle a fait le tour du monde, et c'est vraiment une femme exceptionnelle, et qui du coup aujourd'hui, bah voilà, elle dit, elle veut aider comme toi, pour pouvoir se dire, bah voilà, comment on peut être heureux, et faire sa place dans ce monde qui est assez normé, en étant comme ça. Ah, trop bien, moi, Mm. j'irai lire ça. Ouais, je t'enverrai le lien. Avec plaisir. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? La plus fière, ben, d'avoir osé, je dirais, c'est ça, vraiment de. euh, à chaque fois, j'ai osé, que ce soit pour le cabinet en libéral, que ce soit pour l'application, les réseaux sociaux aussi. Ça a été dur en fait de me montrer. Au départ, je faisais des infographies. Voilà, je me montrais pas moi. Euh, oui, je pense que c'est ça, oser. Si tu croises une personne là dans la rue qui ne te connaît pas, et qui voit que tu as écrit 2 livres, qui a une belle carrière, qui est à ta place, et qui te dit: Ah, mais tu n'en es là que grâce à de la chance. Qu'est-ce que tu auras envie de lui répondre? J'aurais envie de rire. Je pense qu'il y a forcément une part de chance et on ne peut pas dire que ça n'existe pas. C'est-à-dire que, il y a un moment où on arrive au bon moment, au bon endroit, on rencontre les bonnes personnes, mais c'est aussi en lien avec ce qu'on fait et ce qu'on met en place. C'est-à-dire que si on va pas dans certaines conférences, on rencontre personne, on se donne les moyens en fait aussi d'attraper la chance en fait. Il y a une question de chance, mais soit on l'attrape pas, et après il y a surtout beaucoup beaucoup de travail. Et c'est vrai que quand on regarde des fois les success stories, les storytelling voilà, d'entrepreneurs, on se dit, ouais, ça a l'air trop facile, mais en fait, on se rend pas compte de toutes les galères et de toutes les peurs, de tous les échecs, si on peut dire ça comme ça, du coup, mais plutôt difficultés par lesquelles ils sont passés, parce que souvent, on parle que de ce qui va bien et on cache un petit peu ce qui va pas, mais c'est faux. Il y a forcément tout ça dans n'importe quelle histoire, en fait. Ça, c'est sûr. Il n'y a personne qui pourra te dire. D'ailleurs, c'est amusant parce que parfois, dans le podcast, donc je parle toujours des peurs. Et il y avait certaines personnes, surtout au début du podcast, qui me disaient: Non, mais moi, j'ai pas de peur. Puis à la fin de l'interview, fait: Oui, finalement, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Parce qu'en fait, la peur fait partie de qui on est en tant qu'humain, en fait. Bien sûr, et ça nous parle là encore des choses qui sont importantes pour nous. Et du coup, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier et qu'au contraire nous aide à avancer. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil, c'est peut-être de pas réfléchir à ce que vont penser les autres. Moi, j'étais beaucoup comme ça. On va se dire que euh, on va me juger négativement.
Et donc, ouais, le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, c'est ça. C'est toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est en accord avec toi? Ben voilà, alors le reste, tu t'en fous. Et le conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui? De croire en soi. Je pense que c'est vraiment le plus important, de croire en soi et de prendre soin de soi. Moi, je suis assez étonnée toujours de voir que les gens ne prennent même pas 5 minutes pour prendre soin d'eux et de leur santé mentale. C'est-à-dire que quand on vit avec quelqu'un, un enfant, un compagnon, une compagne, ça ne nous viendrait pas à l'idée de pas lui demander chaque jour comment tu vas, comment s'est passée ta journée. Et ça nous paraît juste normal. Sauf que le plus souvent, on ne se pose pas cette question à soi-même. Donc déjà, juste de prendre 5 minutes, finalement, pour se connecter à soi et se demander comment on va, quelles émotions on a traversées aujourd'hui, juste ça. C'est quoi tes prochains défis? Prochain défi. Hmm, alors moi, je suis, j'ai trop d'idées, je me lance dans plein de projets. Le prochain défi par rapport à l'entreprise, ce sera certainement d'ouvrir le capital, voilà, de trouver des partenaires pour faire une levée de fonds ou quelque chose comme ça. Ou même, pourquoi pas, vendre et rester, tu vois, en tant que directrice santé mentale, voilà, d'être plus dans mon cœur de métier. Ce serait peut-être ça au niveau de l'application et au niveau plus personnel, ben, j'aimerais bien créer un jeu de société. Un jeu de société santé mentale. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ou un troisième livre. Trop J'ai chouette. une idée qui me tourne depuis quelques années. Même j'en ai deux idées qui me tournent et je pense que j'aimerais voilà, prendre le temps de les concrétiser. Trop chouette. Hâte d'en savoir plus. Si une personne nous écoute et est dans sa zone de confort inconfortable et hésite du coup à se dire, enfin, a plus peur que qu'il n'est en action, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Bah, de prendre le temps de bien se questionner, pourquoi pas se faire accompagner pour se poser les bonnes questions, pour réfléchir à deux sur son idée, sur son projet. Et ensuite, voilà, de pas se laisser diriger en fait par ses émotions, mais que ce soit un vrai choix. Parce que c'est OK aussi de ne pas entreprendre, tout le monde n'est pas forcément fait pour ça. Mais si on n'entreprend pas ou qu'on change pas de vie parce qu'on n'est pas très confortable à cause de nos peurs, je trouve ça dommage. Est-ce que tu aurais, à part évidemment tes livres, un conseil de lecture à partager avec nous? Alors, un livre, moi, qui m'a beaucoup aidé, c'est Imparfait, libre et heureux de Tal Ben-Shahar. Je l'ai adoré. Je sais pas si tu l'as lu, toi. Alors, je ne l'ai pas lu, j'ai lu beaucoup de choses qu'il a écrit. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Tal Ben-Shahar, c'est un des précurseurs qui a créé la psychologie positive, qui est une science. Mais non, je ne l'ai pas lu, mais je vais le noter dans mes prochaines lectures. Merci. Avec plaisir. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi? Alors, merci. Bah, déjà, à mon ex-mari, parce que vraiment, grâce à lui, ben, j'ai pu faire mes études, terminer mes études tranquillement. Il m'a toujours soutenue et aujourd'hui, ben, on est encore dans ce projet d'application ensemble. C'est notre troisième bébé, tu vois. Et malgré la séparation, ben, on reste ben, tout à fait bons amis. On est une très bonne équipe parentale et une très bonne équipe professionnelle. Et il m'a toujours fait confiance, il m'a toujours suivi sur tous mes projets. Donc, je pense que c'est vraiment la personne qui m'a le plus aidée et soutenue dans ma vie professionnelle. C'est chouette, bravo, parce que en effet, après une séparation, c'est déjà être parent divorcé, c'est pas simple tous les jours, et en plus, entrepreneur ensemble, ça doit être un sacré challenge. Pour pouvoir retrouver du coup tous les liens pour te suivre, je mettrai tout sur le site pourquoipasmoi.co. Est-ce que tu veux nous les donner aussi à l'oral? Alors sur Instagram, c'est delphine.pi. Sur YouTube, c'est delphine.pi aussi. Et sur TikTok, c'est psynergie-delphine-pi. Super. Un grand merci Delphine, et puis on suivra la suite de tes aventures. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Et si toi aussi tu as envie de découvrir ta raison d'être,
comme mon invité du jour, je serai ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences nouvelle génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi ? Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire « Pourquoi pas moi ?»